Une étrange tache blanche sur une banane est un signe certain que tu dois la jeter car il s'agit là de nid d'araignée. Je parle de l'araignée vagabonde brésilienne, pas des plus sympas. Et elle est dangereuse puisqu'elle est réputée pour être l'araignée la plus venimeuse du monde. Une seule morsure et ton système nerveux est instantanément paralysé. En prime, tu auras des nausées et une vision floue. Ne nous inquiétons pas, on les trouve le plus souvent en Amérique du Sud, mais comme elles adorent se camoufler, elles sont capables de se faufiler dans la caisse de bananes et de se déplacer là où les bananes se rendent. Elles aiment voyager dans leur petite enveloppe et il existe des preuves de la présence de mamans araignées voyageant avec leur bébé araignée. Oh là là! Tu as déjà mangé de la nourriture en boîte de conserve? Il y a donc de fortes chances que tu aies aussi attrapé des asticots. Ces bestioles se trouvent dans toutes sortes d'aliments. Des tomates en conserve? C'est sûr. Des champignons en conserve? Absolument. Les asticots en raffolent. Ils les aiment tellement que l'on estime que 20 asticots pourraient bien se trouver dans une boîte de 100 grammes de champignons égouttés. Désolé les amis, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut juste l'accepter. Certaines choses flippantes dans ta nourriture peuvent en fait être approuvées par la Food and Drug Administration, la commission de santé publique américaine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la FDA tolère la présence de 30 insectes ou plus par barre de chocolat. Tu veux en savoir plus? Ok. Que dirais-tu de poils de rongeur dans ton beurre de cacahuète? Miam! Bien que le beurre de cacahuète soit l'un des produits les mieux contrôlés par la FDA, celle-ci ne voit rien de mal à ce qu'il y ait quelques poils de rongeur dans un pot. Maintenant, vérifions ton intuition. Première question. Quelle quantité de moisissure est acceptable dans la compote de pommes? Pas tant que ça en fait. 12% de moisissure sont acceptables. Deuxième question. Quelle quantité de moisissure est acceptable pour de la confiture de cerise? Les choses se gâtent puisque ce pourcentage dégoûtant pour la confiture de cerise monte à 30%. La dernière question, qu'en est-il de la confiture de cassis? C'est parti! La confiture de cassis à 75% de moisissure est approuvée par la FDA. Je ne pense pas que je vais encore manger des biscuits avec de la confiture de cassis. Le brocoli est certes bon pour la santé, mais il présente aussi des risques. Non, nous ne tentons pas de te dire que tu ne dois pas y toucher, mais simplement de te rappeler de toujours bien examiner tes légumes. Et si un dangereux insecte s'y cachait? Disons une veuve noire par exemple. Leur morsure n'est pas aussi grave que celle de l'araignée vagabonde brésilienne, mais elle n'est clairement pas souhaitable. Voici une histoire vraie. Un homme de l'Ohio a trouvé une de ces araignées dans un brocoli. Heureusement, cette histoire se termine bien. La personne qui l'a trouvée a appelé le refuge pour animaux local, nommé Another Chance, une seconde chance. Ce refuge a adopté l'araignée et lui a donné un nom très mignon. Brocoli. Attends un peu, on adopte des araignées maintenant? Oh oh oh! Noël approche et tu as opté pour un véritable sapin de Noël? Avant de traîner cet arbre jusqu'à chez toi, tu ferais mieux de l'inspecter minutieusement. Tu vois cet objet de la taille d'une noix et en forme de pomme de pin accroché à ton arbre? Mauvaise nouvelle, c'est le dortoir de quelqu'un. C'est un sac à œufs contenant des centaines de petites menthes qui attendent d'éclore chez toi pour célébrer les fêtes tous ensemble. À moins que tu ne veuilles partager ton lit avec elle, assure-toi que toutes les surprises se trouvent sous le sapin de Noël et non dessus. Bon, tu ne veux pas prendre de risques et tu optes pour un faux sapin de Noël. Bon choix! En fait, les faux arbres ont 3 fois moins de chances de prendre feu que les vrais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement sans danger. Il faut faire attention de toute façon, utiliser un éclairage adapté et ne jamais placer le faux sapin trop près de la source de chaleur. Les modèles ignifuges sont les meilleurs. Avis aux myopes, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un biscuit Oreo ou à une pièce de monnaie ancienne avec un dessin pittoresque, vous feriez mieux de mettre vos lunettes avant de le toucher. Vous savez, ça pourrait être une araignée terrifiante. Quoi? Encore une fois? Oui, je parle de l'araignée Cyclocosmia rickettii et honnêtement, son nom est chouette, mais elle, pas tant que cela, si tu vois ce que je veux dire. Ces araignées vivent en Asie du Sud-Est, au Mexique et au Guatemala, et il semble qu'elles ne se préoccupent pas vraiment du froid, puisqu'elles peuvent même se rencontrer dans certaines régions des États-Unis et du Canada. Ces araignées sont connues pour leur capacité à tendre des pièges. Elles construisent des terriers et dès qu'elles détectent un mouvement, bam, elles bondissent.
De plus, ces terriers les aident à tenir à distance les visiteurs indésirables, comme les guêpes. Bonne nouvelle, nous, les humains, sommes bien trop grands pour être entraînés dans leur donjon. Et malgré de nombreuses informations diffusées sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toxiques pour nous. Ouf! Quelle heure est-il? Oh, c'est le moment de déboulonner un autre mythe. Il y a quelque temps, une vidéo TikTok virale montrait des fraises trempées dans de l'eau salée. La vidéo était plutôt dégoûtante à cause des insectes ressemblant à des vers qui se faufilaient hors de la fraise. Mais dans ce cas précis, l'idée selon laquelle toutes les fraises grouillent de larves est une légende. Tout d'abord, les fraises sont toutes contrôlées et baignées avant d'être expédiées. De plus, il existe des mouches des fruits qui sont tout à fait différentes. En fait, si les fraises attendent trop longtemps sur l'étalage pour être achetées, elles commencent à attirer les mouches à fruits qui pondent de minuscules œufs qui se transforment en larves, qui se transforment à leur tour en mouches à fruits. Le point essentiel ici est que ces mouches des fruits sont partout. Dans les supermarchés, les petits magasins et même dans ta cuisine. Et oui, il est fort probable que tu en manges chaque fois que tu grignotes des fruits rouges. Tu trouves ça dégoûtant? Mais moi je dirais que c'est une protéine naturelle. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, les larves de végétaux ne sont pas dangereuses pour l'homme. De plus, il est inutile de faire tremper vos fruits dans de l'eau salée, un bon rinçage suffit. Il est préférable d'éviter certains aliments s'ils ne sont pas assez mûrs. Le litchi en est un bon exemple. Malgré leur apparence innocente, ils peuvent être assez dangereux. Si tu les manges avant qu'ils ne soient mûrs, tu risques de consommer aussi des toxines. Ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut imaginer, mais cette toxine peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant de certaines pathologies, cela peut entraîner des conséquences indésirables, notamment de la fièvre, voire pire. Donc rien d'extraordinaire ici, il faut simplement s'assurer que tes litchis sont bien mûrs. On peut penser que les taches noires sur les pommes sont le signe que le fruit n'est pas comestible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ces taches ne sont rien de plus qu'un simple problème esthétique, même s'il s'agit d'un champignon. Ne t'inquiète pas, ce phénomène n'est pas dangereux. Option 1, frotte ces taches et croque dans ta pomme. Option 2, éplucher la pomme et la croquer. L'option 3, qui consiste à jeter la pomme, est complètement exclue. Attention, si le saumon que tu t'apprêtes à acheter contient du caviar, cela peut être un signe que ce poisson ne sera pas aussi savoureux que tu le voudrais. Les saumons de l'océan Pacifique ont tendance à pondre leurs œufs en eau douce, ce qui les oblige à migrer lorsqu'ils le font. Mais une fois que le saumon se trouve en eau douce, tous ces systèmes cessent de fonctionner et il arrête de manger. Ce type de saumon est toujours comestible, mais sa qualité est bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et que faire si tu vois une capsule blanche sur ton choucal, qui est apparemment un cocon? Pas besoin de jeter ton dîner. Il suffit de retirer ce bébé papillon ou mouche, de rincer le cale et de déguster ta salade. Oh, j'allais oublier, il faut faire attention aux salades préemballées. Même si les fabricants affirment qu'elles peuvent être consommées sans danger sans être lavées, il est prouvé que des gens ont contracté des maladies à cause de salades préemballées non lavées. Ces salades leur ont occasionné de lourdes dépenses médicales pour se débarrasser des séquelles. Imaginons que tu remarques soudainement une mouche dans ton verre. Est-ce qu'elle fait le dos crôlé? Vas-tu finir ton verre ou t'en servir un autre? Eh bien, cela dépend du sexe de la mouche. Si tu as une mouche femelle dans ton verre, quelques minutes plus tard, le goût deviendra bizarre. En revanche, si c'est un mâle qui souhaite prendre un bain dans ton verre, il ne gâchera pas la dégustation. Le problème, c'est que les mouches femelles ont certaines phéromones qui sont responsables de cette odeur bizarre. Même si la mouche est repêchée instantanément, la boisson peut prendre son goût original, car un seul nanogramme de phéromones suffit. Mais comme tu ne pourras probablement pas déterminer le sexe de la mouche, mieux vaut se servir un nouveau verre. Oui, une mouche dans un estomac ne fera rien de mal, mais c'est un peu répugnant. Lancer une boule de neige à vos amis, mettre une carotte sur votre bonhomme de neige, patiner et bien d'autres choses encore. Voilà l'esprit de l'hiver. Et quelques petites informations sur la neige. Vous serez surpris d'apprendre que la neige peut être de différentes couleurs. Commençons par la neige jaune. S'il commence à neiger alors que les arbres à fleurs sont déjà en pleine floraison, alors il y a du pollen dans l'air. En plus de vous donner des allergies, il se dépose sur les surfaces enneigées. Dans ce cas, la neige se mélange au pollen, ce qui lui donne cette drôle de teinte jaunâtre.
Les nuages de neige peuvent également transporter des particules de sable. Une neige jaunâtre a été observée en Corée du Sud en mars 2006. La neige transportait du sable provenant des déserts du nord de la Chine. Le pollen est souvent inoffensif, mais la neige jaunâtre causée par le sable n'est pas si innocente. Elle est liée à la pollution atmosphérique. Lorsque le satellite Aura de la NASA a détecté ce phénomène, les autorités météorologiques ont mis en garde le public contre les risques potentiels de cette neige dorée. Parfois, la couleur de la neige est plus proche du brun que du jaune. Certains arbres, comme les chênes, ont une écorce riche en tanins. Il s'agit de composés organiques qui protègent l'arbre contre les bactéries et les champignons nuisibles. Ces tanins peuvent tomber sur le sol à proximité de l'arbre. Pour cela, il faut d'abord qu'il pleuve, puis que la pluie se transforme en neige. L'humidité fait couler les tanins. Vous est-il déjà arrivé de vous allonger dans la neige et d'ouvrir la bouche pour y laisser entrer de minuscules flocons? Mais dans quelle mesure peut-on manger ces flocons en toute sécurité? Dans la plupart des cas, il ne faut pas le faire. Mais voici un conseil pour les mangeurs de neige. Le moyen le plus sûr de consommer de la neige est de choisir une couche propre et bien blanche. Prélevez-la sur le dessus, qui est frais et bien floconneux. Mais mieux vaut éviter, on ne sait jamais ce que de la neige trouvée dans la rue peut contenir. Ensuite, nous avons la neige bleutée. Quand il y a des nuages, les ombres sont plus sombres. La neige absorbe tout le spectre des couleurs. Enfin, presque tout le spectre. Elle ne peut pas absorber complètement le bleu. La neige bleutée se forme en raison des conditions météorologiques. Les flocons de neige sont translucides car ils sont constitués de cristaux de glace. Ces cristaux réfléchissent la lumière. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, la neige vous paraît blanche. La neige grise et la neige noire existent également. Et je ne parle pas de la neige fondue mélangée à de la terre près des routes. Je parle de celle qui est créée avec de la poussière volcanique, ou encore avec de la suie, des cendres ou des gaz d'échappement. Ce type de neige est sale. Elle peut avoir une odeur poussiéreuse ou huileuse. Si sa couleur provient de produits pétrochimiques, elle est probablement toxique. Il y a aussi la neige pastèque. Ce nom lui vient de sa couleur rouge et verte. Contrairement aux autres versions colorées, elle a un parfum sucré et fruité. Différents types d'algues et de bactéries sont à l'origine de la neige pastèque. Mais il faut avoir de la chance pour en voir, car elle n'apparaît l'été que dans les régions alpines et sur les côtes polaires. Le vert est dû à la chlorophylle et le rouge à l'astaxanthine. Il s'agit d'une sorte de pigment. Fait amusant, certains animaux, comme les flamants roses, les crabes et les saumons, tirent également leur couleur de ce pigment. Ce phénomène est très important d'un point de vue écologique. Lorsque la neige fond, elle se mélange aux eaux et devient une source de nourriture pour les êtres vivants. La neige peut se présenter sous différentes couleurs, mais aussi sous différentes formes. Les rouleaux de neige en sont un exemple. Pour moi, c'est comme si quelqu'un traînait une cuillère à glace sur le sol. C'est un phénomène rare. Il faut certaines conditions pour qu'il apparaisse. Il doit y avoir du vent, mais pas trop. En général, 50 km/h suffisent, mais cela dépend aussi de la neige. Il faut qu'il neige, et la puissance des chutes de neige est une autre question. Les rouleaux de neige apparaissent dans les prairies ou sur les pentes des collines où il n'y a ni rochers ni arbres. Ils sont constitués de 2 couches de neige distinctes. La première est la couche préexistante qui s'est tassée sur le sol. La seconde est une couche fraîche. Imaginez de la neige qui ruissellerait d'une patinoire sans pouvoir s'accrocher à sa surface. Le vent transporte ensuite une neige suffisamment collante pour adhérer à ce qui se trouve sur son chemin. Au fur et à mesure que le rouleau avance, il grossit. Il faut bien sûr du vent et que le sol soit en pente. J'aimerais maintenant aborder d'autres faits intéressants sur la neige. Par exemple, son silence. Avez-vous remarqué que la neige fraîchement tombée absorbe les bruits? Surtout si vous vivez dans une ville animée, vous vous rendrez compte que l'ambiance est plus calme. Elle absorbe les ondes sonores. C'est comme une technologie d'absorption du bruit. Mais tout change lorsqu'elle fond, puis regèle. La glace, elle, réverbère les ondes sonores. Le son se propage alors plus loin, et il est plus net. Nous ne sommes pas les seuls à apprécier la neige. Apparemment, certaines espèces de singes en raffolent aussi. Les macaques japonais, ou singes des neiges, font aussi des boules de neige pour s'amuser. Les jeunes macaques sont particulièrement attirés par la neige.
Ils se volent mutuellement leurs boules de neige, puis se battent pour les récupérer. Neige, blizzard, quoi d'autre? Je peux compter quelques mots liés à la neige, mais les Inuits, par exemple, en ont des dizaines. Et l'Écossais compte 421 termes associés à la neige. Par exemple, skelf est un gros flocon de neige et unbrack signifie le début du dégel. D'un côté, il y a le froid et le risque d'hypothermie. De l'autre, les terriers d'animaux et les igloos humains. Nous associons la neige au froid, mais elle peut nous réchauffer. Comme la neige est composée à plus de 90% d'air piégé, c'est un excellent isolant. Nous avons parlé de la neige elle-même, mais qu'en est-il des flocons? La forme d'un flocon est liée à la température de l'air. Des chercheurs ont examiné des flocons de neige et ont découvert que les cristaux de glace longs et fins, comme des aiguilles, se forment à environ 2 degrés Celsius. Ils ont examiné d'autres échantillons de cristaux prélevés à différentes températures. Les flocons sont plats comme des assiettes à des températures basses, environ -5 degrés Celsius. Les flocons peuvent également présenter 6 branches ou une structure dendritique. Ça dépend aussi des changements de température de l'air environnant. Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'existe pas 2 flocons de neige identiques. Un catalogue de flocons de neige confirme cette théorie. Un professeur de chimie a détecté plus de 30 types de flocons différents. Ils sont classés comme suit, en colonnes, plats, annelés, irréguliers, etc. La raison de cette grande variété est le chemin que chaque flocon emprunte pour tomber sur Terre. Ils sont tous confrontés à des conditions atmosphériques légèrement différentes. Ils ont toujours 6 côtés, c'est certain. En 1988, un scientifique a trouvé 2 flocons de neige identiques. Merveilleux. La neige est également présente dans les déserts. Je sais que cela semble très contradictoire. Nous sommes habitués à penser au sable chaud, aux cactus et au néant quand on parle de désert. Dans la vallée de la mort ou le Sahara, on voit parfois de la neige. En fait, en janvier 2022, certaines parties du désert du Sahara ont été recouvertes d'une couverture blanche. Il est peu probable que cela se produise souvent, mais ce n'est pas du tout impossible. En effet, certaines nuits, les températures dans le désert sont très basses. La neige a besoin de 2 choses pour se former, des températures froides et de l'air humide. Le phénomène est donc plutôt rare. Un bonus. Quel est le record du plus haut bonhomme de neige? En 2008, les habitants de la ville de Bethal, aux États-Unis, ont joint leurs forces à celles des habitants des villes voisines pour battre le record du monde. Leur bonhomme de neige mesurait 37 mètres de haut. Il leur a fallu plus d'1 mois pour le réaliser. La Statue de la Liberté ne mesure que quelques centimètres de plus. Lorsque nous voyons une forte tempête de neige, nous parlons de blizzard. Mais ce n'est pas toujours exact. En effet, une tempête de neige doit remplir certaines conditions pour être qualifiée de blizzard. Par exemple, le vent doit souffler à au moins 55 km/h. De plus, la neige doit réduire la visibilité pendant au moins 3 heures. Sans ça, on parlera plutôt de tempête à bourrasque ou à rafale de neige.